Ça, c'est la première fois que j'ai dit ça devant les caméras. Je viens de l'Iran. J'ai été journaliste, blogueur, activiste politique. J'ai eu des engagements à la fois journalistiques, mais à la fois politiques. J'ai été arrêté plusieurs fois. La première fois, c'était quand j'avais 19 ans. Tu peux en parler ou pas? Non, pas trop. Pas trop? Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. En créant Welcome Account, j'ai fait un switch de mission. En tant que fondateur, on doit savoir être un CEO, un manager, etc. Mais en tant qu'un manager et CEO, on n'est pas forcément obligé d'avoir les compétences d'un fondateur. Tu viens avec quoi comme mission dans ta tête quand tu arrives en France? Et à quel point ce même job d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile au quotidien? 12. Ok. Après ce que tu as vécu en Iran, humainement, l'entrepreneuriat c'est facile. Ouais. Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est le produit? Qu'est-ce qui doit convaincre? Très touchy comme question. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui œuvre pour la communauté. Est-ce que je peux dire ça, Ro? Tu peux dire ça, oui. Bon, je sais même pas si je l'ai bien dit. J'ai dit Roux, mais je me suis... Non, si. Ça va, c'était pas mal. C'est parfait. Oui. Bon, comment ça va? Très bien. De bon vendredi matin. Ouais. Nous deux en retard. Oui. Ça s'annonce une belle conversation. Raconte-moi ce que tu as créé. Tu es le CEO de plein de sociétés. Non, je suis le CEO d'une seule société. Okay. Effectivement, je suis président de Singa. Mais tu as raison, j'ai contribué à pas mal d'autres choses. C'est quoi aujourd'hui? Mais là, c'est Welcome Account. Tu l'as fondé? Que j'ai cofondé en 2022 avec Caroline Espan, ma cofondatrice. Voilà. Et donc, qui est une fintech, néobanque, pour les nouveaux arrivants, les personnes immigrées qui arrivent de partout du monde, en France, en Europe, pour travailler, pour étudier ou pour des raisons humanitaires, des personnes réfugiées comme moi. Tu vas justement, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as monté plusieurs sociétés, plusieurs boîtes, et j'ai le sentiment que c'est aussi pour aider des personnes qui, comme toi, sont venues en France. Tu es venu en France à quel âge, toi? J'avais 26 ans. 26 ans. Oui. Attends, on ne parle pas d'âge, c'est bon. Oui. Mais ça fait quelques années que tu es en France. Demain, c'est mon anniversaire. Arrête. Je vais avoir 42 ans. Bon, joyeux anniv en avance, parce que je suis pas sûr qu'on sera ensemble, mais en tout cas, voilà, demain c'est samedi, je pense que tu fêteras ça bien. Oui. On revient à nos sujets, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de mission, de vie, de quête de sens, et on va d'abord rentrer dans un sujet qui m'intéresse beaucoup récemment. J'aime bien commencer par ça. Ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Donc CEO en français c'est PDG, PDG dedans il y a président, donc je crois que tu as ce titre dans même plusieurs boîtes ou sociétés. J'aimerais te demander c'est quoi le rôle d'un CEO, et j'aimerais mettre une petite nuance. Est-ce que tu pourras après me dire le rôle d'un fondateur? Est-ce que c'est différent pour toi? C'est tout à fait différent. Par définition, un fondateur, on peut avoir plusieurs fondateurs dont seulement une qui devient CEO. Mais quand on est fondateur, cofondateur et CEO, on cumule plusieurs rôles. C'est quoi les différences que tu verras entre les deux jobs? Parce qu'en fait, un CEO pourrait arriver plus tard aussi. C'est ce qui est arrivé pour toi avec Singa? Oui, je suis devenu président chez Singa, mais dans une société, le CEO peut... le président CEO, cofondateur CEO peut céder sa place à un nouvel CEO parce que la société change, la situation change et les rôles changent. Mais au départ, on est président, cofondateur, CEO, directeur de com, sales, chargé des réseaux sociaux, fundraising, on est tout. Donc, justement, il faut pouvoir être à l'aise avec tout ça, avoir les mains dans les cambrouilles tout le temps, mais en même temps réfléchir à créer une organisation qui pourrait perdurer dans le temps et déléguer
dans certaines situations, même sans moi. Et ça, c'est pas évident. À la fois, il faut avoir en fait cette sensibilité et fibre personnelle. Parce que c'est de l'humain à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, des fois, on est fondateur de sociétés et de start-up, mais on aime plutôt l'aspect en fait, toucher tout le temps. Et ça devient à un moment donné artisanal. Donc ça, c'est fondateur. C'est fondateur. C'est les débuts d'une société. Oui. Qu'est-ce que toi, tu préfères ? Moi, je préfère les deux, c'est-à-dire que justement, c'est pour ça que je crée. Je suis même un peu des fois obsédé par la création. Donc, je crée des choses, des sociétés, des activités, des produits. Mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est que ce produit perdure, qui ait un impact durable. Impact professionnel, business ou sociétal, mais que ça perdure. Tu veux créer... Donc, si je comprends bien, on va pas se mentir, CEO, tu peux l'être un certain temps, fondateur, c'est sentimental et tu le restes à vie. Oui, en plus. Ouais. Donc ça, c'est... Et toi, tu es un créateur plutôt qu'un manager. Je suis un manager aussi. En tant qu'un fondateur, un CEO, on doit avoir ces compétences de manager. Mais ce que je dis, en fait, en tant que fondateur, on doit savoir être un CEO, un manager, etc. Mais en tant qu'un manager et CEO, on n'est pas forcément obligé d'avoir les compétences d'un fondateur. Okay. Donc, on peut être un CEO sans être fondateur. On peut intégrer, là, par exemple, le CEO de Microsoft n'est pas le fondateur de Microsoft. C'est plus Bill Gates, quoi. Voilà. Ok, reprenons un petit peu, j'allais dire, l'origine. T'es originaire d'où, toi ? De l'Iran. Est-ce que tu peux C'est ton histoire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, que tu comprennes, c'est ton histoire et comment de ton histoire, t'en as fait ton activité professionnelle, elle se retranscrit, j'ai l'impression, dans tous tes projets. La question globale que je te poserai habituellement, je vais commencer par ça, mais c'est quoi ta mission de vie ? Et après, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur comment cette mission de vie s'est construite dans ta tête. Ouais. Tu vis pourquoi aujourd'hui ? C'est bien que tu dises aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'ai fait justement en créant Welcome Account, j'ai fait un switch de mission personnellement, mais beaucoup plus professionnellement. Okay. C'est-à-dire qu'avant, je viens de l'Iran, j'étais journaliste, blogueur, activiste politique. Et ma mission de vie personnelle, mais plutôt en fait professionnelle, c'était d'avoir un impact dans la vie démocratique et une diffusion et l'accès aux bonnes informations, partager la réalité et mobiliser des gens pour une meilleure société libre, démocratique et juste. Un mouvement sociétal. Sociétal et politique. Et politique. Donc c'est pour ça que justement je suis devenu journaliste, blogueur et d'abord blogueur, podcasteur parce que c'était, je vous ai dit à quel âge j'ai, c'était vraiment l'émergence de Blogosphère. Fin des années 90, début des années 2000, des podcasts. J'ai créé mon premier podcast en 2003. Incroyable. Ça existait le mot podcast à l'époque ? On appelait ça de la radio online. Quoi. Oui, justement, en fait. Et le terme, je pense qu'il existait, mais les gens ne comprenaient pas. Et moi, je disais une émission radiophonique, mais sur ton téléphone. Donc, les gens ne comprenaient pas. Et quand j'enregistrais, à l'époque, le Internet de haut débit n'était pas si accessible que ça. Surtout pas sur les téléphones. Pas du tout sur les téléphones. Et même chez les gens, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le dial-up.
Donc, se connecter avec une ligne téléphonique, ça faisait ce bruit. Ouais, je vois. Et on avait surtout un temps limité. Ouais, exactement. Et ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et donc, tout le monde n'allait pas télécharger un podcast. Donc, je distribuais littéralement mes podcasts avec les CD, sur les CD et sur les clés USB. Ok. Donc, c'était... Roots. Oui, exactement. Pour te dire que oui, j'étais toujours geek aussi, de un peu coder mon propre blog. À l'époque, ne serait-ce que pour changer une photo de droite vers gauche, il fallait savoir écrire une ligne de code. Ok. Donc, il n'y avait pas l'outil automatique avec le bouton. Pas du tout, il n'y avait pas drag and drop. Tout était manuel. Donc, je peux pas dire que je suis un codeur, mais je sais lire, je sais un peu parfois quand il y a des bugs, écrire quelques phrases, lignes de code. Et cette mission, elle a évolué, tu dirais, quand tu es arrivé à donc, Paris. pourquoi ? Parce qu'en fait, je voyais que Internet, c'est un espace nouvel, espace libre et accessible pour les gens, pour raconter les histoires, pour propager la réalité, pour mobiliser en fait les gens. Donc, c'est ça ma mission. Donc, j'ai eu des engagements à la fois journalistiques, mais à la fois politiques. Et l'intersection des deux a fait que j'ai eu des soucis politiques. J'ai réussi avec mes camarades, évidemment, mobiliser des millions de personnes, plutôt en fait des jeunes, en 2009, 2008, 2009, pendant l'élection présidentielle face au président sortant ultra-conservateur populiste, Ahmadinejad, et surtout mobiliser les gens par Internet, mais dans la rue. C'était pour manifester, pardon ? Oui. Okay. D'abord, en fait, mobiliser les gens contre le président pendant la campagne électorale. Ensuite, quand il y a eu en fait, le gouvernement, le régime a triché, donc on a eu ce sentiment que les élections nous ont été volées. Et donc, on a manifesté dans la rue et à un moment donné, ça nous a complètement dépassé. Donc, les gens ont sorti dans la rue, mais c'était nous derrière cette mobilisation par Internet. C'était les premières fois où sur YouTube et Facebook et Twitter, c'était déjà le cas, on avait les contenus politiques. Twitter non censuré du coup. Non censuré parce qu'il y avait même en fait politique tout court. Okay. YouTube était pour les tutos, pour c'était entertainment. Entertainment. Facebook était pour draguer des filles et des garçons ou partager ses photos de vacances. Et Twitter avait déjà est devenu un côté débat. Politique, débat et tout. Et d'ailleurs, cette année, Twitter a été shortlisté pour le prix de Nobel de paix grâce à ce qui s'est passé en Iran parce qu'ils ont retardé plusieurs mises à jour majeures parce qu'ils savaient que s'ils déploient ces mises à jour, le Twitter deviendrait inaccessible en Iran. D'accord, ok. Et c'était un outil de mobilisation et diffusion de l'information pour nous à l'époque. On est en 2025 quand on voit ce que Twitter est devenu et ce que ça va encore devenir. J'ai juste une mini-question. Tu as eu des problèmes avec les autorités ? Est-ce que tu as déjà été en prison là-bas ? J'ai été arrêté plusieurs fois. Les premières fois, c'était quand j'avais 19 ans. Mais après, à cette époque, effectivement, le plus important, c'était à cette époque-là. Ouais. Donc, j'ai été arrêté juste après les premières manifestations. J'ai passé quelque temps en prison. Combien de temps ? Durant 2 mois, plusieurs fois. D'accord. Tu as fait des allers-retours. Okay. Et toujours dans l'isolement, enfin cellule. Tu étais tout seul ? Ouais.
Tu peux en parler ou pas rapidement? Non, pas trop. Pas trop? Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, parce que c'est derrière moi. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça, j'ai pas de problème de parler parce que c'est pas caché, tout le monde sait ça. Ça a nourri quelque chose en toi? Ça a nourri, ça a créé, combat, ça a peut-être. éteint des choses aussi en moi. Mais c'était en fait, aujourd'hui j'en parle plus facilement, mais c'était un trauma pendant des années. Et non, mais t'inquiète, Ouais, l'idée c'est ouais. pas d'ouvrir des traumas. Par contre, ce que je suis Ouais. très curieux de comprendre, si t'es ok là-dessus, c'est il y a quelque chose que t'avais en toi via le politique, le sociétal. Puis, donc 19 ans, tu nous parles de tes premiers problèmes, entre guillemets, avec les autorités, pardon. On va aller 6-7 ans plus tard. Donc là, tu quittes. Mm. Tu viens avec quoi comme mission dans ta tête quand tu arrives en France? C'était, au début, c'était vraiment, déjà, rien n'était prévu. Tout est passé vraiment très rapidement. Même les arrestations, après, on s'y attendait un peu, mais quand tu le vis vraiment, tu t'es complètement déstabilisé. Et puis, vraiment, une semaine avant d'être atterri en France, je ne savais pas que la semaine d'après, je serais en France. Ouais, d'accord. Ça Donc, fait du jour au lendemain. ça s'est fait du jour au lendemain. Ta situation a été compliquée là-bas, en gros? Oui, donc j'avais une fenêtre de quelques jours avant d'aller en prison. Cette fois-ci pour de bon, vraiment, parce que j'avais une peine de 3 ans. Et en plus, en fait, on voyait qu'en fait, ça a aggravé parce que justement, j'avais des informations où les charges contre moi vont augmenter, plutôt en fait cette fois-ci pour l'espionnage. Cette fois-ci, pourquoi tu dis? Pour l'espionnage. L'espionnage, Ok. oui. Et parce que voilà, ça c'est vraiment un truc. En fait, ils ont fait un montage. Vraiment, on doit leur décerner le prix de meilleur scénario des Oscars. Des acteurs. Non, des scénarios, vraiment, en fait. ok. Parce qu'il se trouve que un jour, sur mon blog, j'avais écrit un post de blog pour raconter la série 24 chrono. Ok. Et comment le candidat devient président J'ai pas vu des la série. États-Unis. Ok. Oui, donc on parle pour quelques années, vraiment avant Obama, on parle d'un candidat noir qui devient président des États-Unis. Donc je spoil, mais c'est la première saison et ça continue. Mhm. Et eux, ils et ont donc, moi, je raconté quoi? raconte de manière un peu comme si quelqu'un m'a offert un ticket pour que j'aille observer ça. Et ils ont pris... Tu veux que... Ah, ok, c'est dehors. Ah, ok, bon, alors, c'est pas grave. Je fais juste un petit clap et tu vas reprendre. On peut pas. Bon, on peut attendre le temps qu'il passe. Non, mais t'inquiète, c'est pas très grave. Nous, on l'entend pas. Ah, ouf. d'accord, Moi, je ok. l'entends un petit peu, c'est pour ça que j'ai. Bon, il y a les poubelles qui passent, il y a un petit bruit, c'est pas grave, on va pas faire genre. Ouais. On n'est pas en prod de Netflix tout insonorisé. Excuse-moi, je t'ai interrompu du coup. Non. Mais donc, du coup, toi, tu racontes cette histoire de 24 heures chrono. Ouais. Et donc, ils prennent littéralement... ils le collent avec une histoire... un interview d'une journaliste de Financial Times qui était venue en Iran pour m'interviewer parce qu'en fait j'ai été justement à la tête de l'équipe qui a développé le symbole de ce mouvement vert, qui est devenu mouvement vert. Je rentre pas dans l'histoire, donc et mobilisation citoyenne sur Internet. À l'époque, c'était waouh. Aujourd'hui, c'est devenu banal. T'étais un influenceur. Kind of. Non, parce que j'étais pas hyper connu. Donc, dans le milieu, oui. Oui, mais ton métier était d'influencer les gens à prendre. Donc, mobilisateur. Le vrai mobilisateur. Oui. Pas mettre le mauvais mot. Oui. Ouais. Non, c'est pas un mauvais. Tu faisais pas des partenariats, quoi. Non. Genre, par exemple, j'avais pas énormément de followers, mais j'avais, mon blog était un peu suivi. C'était une référence pour la cause. Mais pas le grand public.
Et donc, Journaliste du du New York The Financial Times, donc fait donc interview BBC et tout. Donc il colle tout ça. En fait, ok, t'es allé aux États-Unis. Après, les médias occidentaux ont fait la promotion de ce que t'as fait. Donc, t'es agent des États-Unis. Ah ok, d'accord. Donc tu vois en fait et donc t'es allé là-bas où t'as parlé avec, ça y est, t'es un espion quoi. Ouais. Okay. Et bref, donc je décide de partir provisoirement et passer quelque temps en Turquie. Là-bas, il y a je croise dans la rue un autre journaliste britannique qui a été en prison au même moment que moi, qui me dit, mais Roux, t'es là, on pense, en fait, il n'y a plus de nouvelles de toi, et on pense que t'es disparu dans la prison. D'accord. Okay. Et donc, il alerte l'Amnesty International, Reporters sans frontières, Roux, ça va, il est à Istanbul, il n'est pas mort. Et donc, je reçois très rapidement deux propositions des États-Unis et de la France pour l'asile politique. Okay. Mais j'avais vraiment 24 heures parce que c'était vraiment un contexte très pour répondre. Choisir l'un ou l'autre pour lancer les procédures. Donc, pourquoi tu as choisi la France? Plusieurs. C'est un choix très rapide, j'imagine. C'était déjà rapide. C'était plus proche. C'était plus proche. Mais vraiment. Non, mais c'est con, mais oui. Non, mais c'est ça. C'est 2 fois plus loin. Ouais. Je ne pensais pas vouloir me lancer à l'époque, dans l'aventure entrepreneuriale tech. Sinon, j'aurais dû choisir les États-Unis. La West. Carrément. Oh, oui. Reste tranquille là. Sois gentil avec notre écosystème. Voilà, on va se mentir. Mais à l'époque où justement, pour te dire en fait quelle était ma vision, ma mission, c'était plutôt ce qui était en fait dans les médias, le journalisme, l'engagement politique, voire l'écriture. La littérature, donc c'était tout ça. Je dis, ok, pour tout ça, évidemment, la France est une meilleure place pour y être et culturellement, historiquement. Ouais. Okay. Sauf que tu as créé une boîte tech. Ouais, mais t'as quand même créé des assos entre-temps. Non, exactement. Donc je ne regrette absolument pas, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je regrette absolument pas. Mais en revanche, oui, c'est plus difficile, on va pas se mentir, d'être entrepreneur de tech immigré en France qu'aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Bien sûr. C'est limite être immigré aux États-Unis quand tu es dans la tech, c'est un nice to have. C'est un nice to have. Et surtout être un Iranien, parce qu'il y a quelques nationalités qui sont un peu plus... Indien, chinois. Exactement. Tu as le CEO de... Uber, fondateur de YouTube, de Dropbox, PayPal, qui est un eBay, qui est un franco-iranien. Okay. Donc, t'as une communauté, t'es bien considéré. Bah, en France, en Europe, c'est pas du tout le cas. D'accord, je savais pas du tout ça. Tu fais quoi quand tu arrives en France? Et quand je te dis tu fais quoi, c'est bon, évidemment, tu t'occupes de toi et de trouver un logement, mais professionnellement, est-ce que tu te dis je vais être journaliste mais en France? Est-ce que tu te dis je vais encore couvrir l'Iran depuis la France? Et c'est quoi la première structure que tu crées à ce moment-là? Comment t'arrives à cette justement, je savais pas. Je savais pas vraiment. Ok. Donc, naturellement, ce que je fais, continuer travailler sur ce que j'étais à l'aise, donc couvrir l'Iran pour les uns, parce que je parlais pas français quand je suis arrivé, donc même pas. T'as pas appris en une semaine? Non. Non, c'est pas naturel. Donc, bon on dit ça, mais quelques années plus tard, tu passes à la télé sur une des chaînes nationales françaises, donc M6 avec les vêtements associés, on en parle après. Oui, bien sûr, mais avant, j'ai passé en tant que journaliste, donc pendant quelques années, je couvre l'Iran. À un moment donné, je dis non, en fait, ça sert à rien de faire de journaliste remote. Donc, je sentais
de perdre mon contact avec la réalité de terrain. Donc j'ai dit ok, je vais parler de l'Iran, mais aussi de Moyen-Orient, de la région, mais envers un public francophone français. D'accord. Donc je Pourquoi? commence à écrire parce que en fait je voyais que déjà les questions géopolitiques sont complètement très très mal traitées dans les revues et les journaux spécialisés. C'est bien, mais dès qu'on touche le grand public, parce que c'est complexe, donc voilà. Et parfois il y a des gens qui connaissent rien du tout Et puis surtout, avoir des vrais Iraniens qui racontent l'histoire de l'Iran. Oui. Enfin, donc il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Il y en a aujourd'hui, il y en a heureusement. À plus à l'époque, pas du tout. J'ai été parmi les premières ou des rares qui écrivaient. Donc j'ai eu en 2011 la proposition de Pierre Aski, à l'époque fondateur et CEO de Rue 89, parmi des rares journalistes entrepreneurs restants, parce que je pense que c'est une espèce en voie de disparition en France et en Europe, journaliste entrepreneur. Et donc, m'a proposé d'écrire sur Rue 89, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et participer sur les plateaux de télé, de radio, pour parler de l'Iran. C'est ma dernière question sur l'Iran. C'est un chapitre qu'on va clore, mais c'est très important de comprendre pour moi. Aujourd'hui, ce que tu fais, tu ne sers pas que les Iraniens, tu sers donc des personnes qui sont réfugiées, même des personnes qui pourraient... Nouveaux arrivants. Voilà, qui pourraient s'identifier à toi. Tu arrives, tu connais pas le pays, tu connais pas l'école, tu parles pas la langue. Mais avant ça, il était hyper important. Tu te sentais responsable de devoir servir tes compatriotes qui sont restés dans le pays. Et pour ça, il fallait mobiliser et la France et l'Occident. Ouais, exactement. Et donc, j'ai été beaucoup engagé à la fois en tant que journaliste, mais aussi un mobilisateur politique. Aux États-Unis, on dit community organizer. Leader aussi. Oui, s'il n'y avait pas d'objectif financier, ça reste... Oui, mais vraiment, il y a un métier qui est moins identifié en France, de community organizer. Community builder, ouais. Donc c'est des gens qui vont en fait organiser les autres gens pour créer un contre-pouvoir démocratique. Donc ça n'existe pas en France. Non, c'est très vertical, parti politique. J'ai eu des expériences pour m'impliquer en fait dans la politique en France. Finalement, j'étais très déçu parce que voilà, il n'y a pas cette mentalité ou beaucoup moins. Donc, je fais le... Mais oui, il y a eu ce sentiment, ce sens de mission. Après quelques années, je me suis rendu compte que, ok, je suis éloigné, je ne peux pas me prétendre d'être un leader parce que je ne connais pas la réalité de la vie des gens. Je ne connais plus à cause de cette distance. Mais tu peux toujours raconter ton histoire. Je peux raconter mon histoire, ce que j'ai vu, mais en fait, je ne peux pas rester attaché au passé. Donc, je voulais aller en avant, à la fois pour moi, mais pour le pays aussi. Donc, voilà, raconter l'histoire de l'Iran dans la presse, l'histoire actuelle, mais pas du passé. Donc, j'ai créé un média, c'était ma première boîte en France, Lettres persanes, justement, c'était une sorte de courrier international qui part de l'Iran, un peu de la région aussi. En français ou en anglais? En français, un peu en anglais aussi. Tu parles anglais depuis quand? Depuis jeune ou... Depuis jeune, depuis un peu fin de lycée. Mais tu communiquais en perse quand tu étais en Iran? Oui, quand tu écrivais et tout. Non, mais c'est intéressant parce que quand tu étais sur place, tu t'adressais aux gens sur place. Exactement. Et quand tu es sorti, tu as voulu inclure le reste du monde. Je veux juste savoir, et c'est la très bonne intro, on va passer business. Après ce que tu as vécu en Iran, humainement, sociétalement, politiquement parlant, l'entrepreneuriat, c'est facile? Ouais.
Exactement. J'emprunte un témoignage du fondateur de la société Moderna, qu'on connaît justement On l'a grâce découvert avec les vaccins, avec tout les ça, vaccins, là, ouais. qui est lui-même un immigré arménien et libano-arménien, Ok. qui dit toutes les qualités rares mais nécessaires pour un entrepreneur sont des qualités normales pour un immigré. C'est-à-dire le sens de trouver une solution, de pas de côté, d'adaptation à une nouvelle situation, de prise de risque. Mais ça, ces choses-là, elles viennent de traumas en général, elles viennent de choses lourdes qu'on a vécues avant. Est-ce qu'on peut réussir et être bon sans avoir cette chose-là? Ouais. Ça devient des traumas, mais ça devient de la réalité, ou une nouvelle réalité aussi. C'est-à-dire que tu débarques dans un nouveau pays, en fait, tout est nouveau pour toi. Bien sûr. Donc, tu vois que des nouvelles choses. Et tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui sont là depuis des décennies, voire des siècles, où c'est nouveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis vraiment la population immigrée pour les entrepreneurs de tech est un asset. Pourquoi? Parce que ce sont des gens early adapters. Ils s'adaptent partout. Ouais, donc c'est une force de ne pas connaître les codes. Ça peut être une force, c'est-à-dire de ne pas tout calculer. Ouais, en fait, okay. Ne serait-ce qu'en tant qu'utilisateur, donc tu dis pas, par exemple dans mon domaine aujourd'hui qui est la banque, FinTech, ouais. tu dis pas que ah non, je vais créer un compte chez la BNP ou la Société Générale ou Revolut ou Welcome Account. Pour toi, tu les connais aucun. En fait, tu n'as pas de biais culturel et historique. Tu dis, je vais prendre ce qui me sert. D'accord. Okay. Donc, ce qui est utile pour moi. Donc, peu importe tout. Alors que la société locale a beaucoup de biais culturels et historiques. Tu dis, ah non, et ça empêche avoir accès en fait des bons plans, des nouveaux produits, de tester des nouvelles choses. Donc ça, c'est quelque chose, mais dans mon cas, c'était, en fait, je dois me débrouiller. Mais tu l'as pas intellectualisé à l'instant T? Pas du tout. Et c'est pour ça que je te dis que ne pas connaître les codes, c'est une force, c'est dans le sens où ton objectif à l'instant T, apprendre le français, t'adapter, avoir une nouvelle vie. Oui. Ok. Ouais. Et je voulais absolument pas, à l'époque, alors que j'avais la possibilité, et j'ai fait pendant quand même quelques années, continuer comme un salarié de rédaction. Continuer comme un salarié de rédaction, le boulot de journaliste, quoi, en fait. Et ne pas, en fait, sans aucun jugement, mais c'était pas déjà, j'avais pas la place. Oui, déjà, j'avais pas l'accès, donc j'étais pas en position privilégiée par rapport aux rédactions qui ne sont pas très, à mon avis, tu vois beaucoup moins de noirs et arabes dans le journalisme journalisme en France que dans l'entrepreneuriat, je peux te dire ça. Pourquoi tu penses? Change aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change. Non, mais pourquoi? Parce que c'est un métier d'élite. L'entrepreneuriat ou le journalisme? Tu trouves pas que l'entrepreneuriat est un métier de vrai? Oui. Il n'est pas retranscrit comme une élite intellectuelle. Non, mais c'est mais en US, c'est l'élite, l'entrepreneuriat. Non, ça dépend comment tu deviens parmi l'élite, mais tu peux ne pas être l'élite. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, quand on parle d'élite, on parle de culture, d'intellectuel, mais on valorise peut-être pas assez l'entrepreneuriat par rapport à un journaliste, par exemple. Ça dépend dans quel milieu, oui, mais aujourd'hui, je pense que je sens depuis une dizaine d'années un changement de l'environnement, donc le start-up devient beaucoup plus sexy qu'avant, et donc moi j'ai eu l'expérience de passer à la télé dans une période de ma vie comme journaliste,
mais aujourd'hui comme entrepreneur. C'est quoi la différence pour toi? La différence, c'est que, comme tu dis, en fait, quand, en tant que journaliste, passer à la télé, à la radio ou dans la presse, donc il y a un respect. Les gens, en fait... T'es validé, oui, t'es validé, t'es respecté. Donc, on sait que tu gagnes pas ta vie, mais on sait que tu fais des trucs vraiment incroyables, parce que le métier de journaliste, c'est quand même incroyable, des vrais journalistes. Tu découvres des choses, tu racontes des choses, des challenges, tu es devant l'inconnu, tu dois vraiment créer. Et en plus de transmettre tout ça pour que les gens le lisent, le comprennent. Mais tu as eu plus de retours positifs sur qui veut être mon associé, ou plus de personnes qui ont été en mode waouh, oui, sur le côté journalistique? Sur le côté journalistique, ça a été jamais envers moi-même. C'était le sujet. En fait, quand les gens me voyaient... Ils voyaient pas ton histoire, en fait, derrière. Ouais. Okay. Et alors qu'en tant qu'entrepreneur, déjà, de fait, les gens voient que tu es en train de créer quelque chose. Et en plus, dans mon cas, c'est lié à ma propre histoire, que je ne le racontais pas quand j'étais journaliste, parce que ça manque l'objectivité. Bien sûr, non, mais c'est intéressant. En fait, c'était plus neutre, le journalisme. C'était moins toi. Ouais. Et en tant que créateur, parce que tu nous l'as dit, tu es un créateur, tu aimes créer. C'était une nouvelle forme de créativité, que ça soit Welcome Account, que ça soit même Singa, tu as dû innover, et puis avant L'aide personne. Tu prenais plus de plaisir dans quoi? Dans le journalisme ou aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Et je sais que c'est des moments de vie différents, que c'est des contextes géopolitiques différents, mais que c'est aussi toi qui es différent, avec un peu de culture française maintenant, on va pas se mentir. Non, pas du tout. On va pas se mentir. On est d'accord. Oui, non, complètement. Tu manges du gros camembert, tu râles dans le métro, enfin voilà quoi. Oui, Roquefort. Moi, j'adore Roquefort. Vraiment, c'était quelque chose. T'as dû t'adapter step by step. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il faut jeter en poubelle direct. Mais là, aujourd'hui, je suis devenu fan de Roquefort. On l'a eu après quelques années. Bah voilà. Mais exactement, en fait, c'est-à-dire à l'époque, c'était, pour revenir à notre sujet, c'était la connexion avec les gens, c'était sur le sujet, c'est-à-dire la géopolitique, l'Iran, les sanctions, etc., les mouvements démocratiques et tout. Parfois, c'était les mêmes gens qui m'abordaient, mais après l'aventure entrepreneuriale, c'était d'abord le projet qui touche directement les gens qui sont là. Donc là, tu parles de Welcome Account? De Welcome Account, surtout. Mais aussi, j'ai eu des gens, la majorité des gens qui m'ont contacté, qui m'ont abordé dans la rue, les restos, les soirées, après, par exemple, qui veut être mon associé et d'autres sorties après ces passages, c'était soit des personnes nouveaux arrivants immigrés elles-mêmes, soit les enfants d'immigrés. Donc moi, typiquement, je sais plus trop comment on s'est rencontrés, parce que j'ai reçu Alice et on s'est croisés à des soirées, sans m'en rendre compte. C'est vrai, tu es en train de dire ça. Moi, je suis fils d'immigrés. Tu penses que j'ai une sensibilité peut-être à ton histoire plus forte que quelqu'un qui serait pas immigré en France? En tout cas, dans mon cas, je vois beaucoup de gens qui viennent vers moi, qui expriment ça. Est-ce que tu crois pas qu'on est... C'est fou parce que ton histoire qu'on a plus abordée dans cette première partie de podcast est très très lourde aussi de sens et d'émotions. Et pour autant, j'ai l'impression que même de mes yeux, biaisé que je suis, j'ai l'impression que c'est encore plus fou. Avec l'histoire que tu as eue, c'est faux, hein, je suis un peu journaliste et tout dans ma tête, même si je ne suis pas réellement journaliste, mais je trouve que c'est un métier magnifique et que la mission que tu as d'accorder ton temps à essayer de retranscrire l'information pour éduquer et informer une population qui ne l'est pas forcément par son gouvernement, c'est magnifique. Pour autant, on se dit il a vécu tout ça et maintenant il crée une boîte pour aider des personnes dans le besoin en plus. Mais tu aurais pu créer une boîte qui fait juste une fintech, tu vois. Et en fait, juste ça, dans notre tête, c'est un truc de fou. Et je me fais la réflexion, est-ce qu'on se dit pas
que l'entrepreneuriat, c'est 10 fois trop dur par rapport à ce que c'est réellement? Est-ce que la société le voit pas comme ça? La société ne le voit pas comme ça. Oui, en fait, c'est hyper dur, surtout quand tu ne viens pas d'un milieu un peu plus aisé, Mhm. avec plus de background économique et social, une sécurité. Euh, Par exemple, là, il y a un ami qui est venu me voir, lui-même euh, un leader, un réfugié politique, pour le coup, qui fait vraiment, qui travaille dans les banques aujourd'hui, qui est venu me voir et me dit, mais Roux, en fait, à la fois en fait, je regrette de ne pas faire comme toi. J'ai dit, en fait, tu peux pas faire comme moi, parce que tu as une famille, tu as 2 enfants, tu es réfugié toi-même, tu n'as personne ici, tu n'as pas de backup Mais toi de non vie. plus, t'en avais pas quand t'es arrivé. Moi, je n'avais pas, mais j'avais pas la chance que j'avais, ou la différence de situation, c'est que j'avais pas une famille en charge, Lui, il à avait la déjà charge. sa famille quand il est Oui. arrivé. Ok, donc Et l'objectif, c'est de trouver un job direct. complètement. D'accord. Et c'est peut-être très différent. difficile. Lui, il n'a pas pu suivre sa passion, non, par exemple. non. Et ça, c'est la réalité des personnes immigrées. D'accord. Donc, Donc, tu te considères un immigré chanceux? un immigré Par rapport à chanceux, bon, il n'y avait pas eu de chance. J'ai fait ce choix. Donc, j'ai sacrifié pas mal de choses dans ma vie. Mais tu as une certaine liberté dans J'ai ta une... tête, dans Oui, ce que tu veux évidemment, faire. évidemment. Ok. Et quand je vois, donc, par exemple, pour un peu aborder la même chose qu'on a dit tout à l'heure, l'un de mes investisseurs, qui est une investisseuse, et je ne savais pas cette histoire, j'ai entendu dans un autre podcast, elle racontait Faria Shah, pourquoi elle a investi chez Welcome Account et qu'elle a mis un ticket, parce qu'elle est investisseuse déjà, mais elle a mis un ticket plus important que les autres Ok. boîtes. Elle a mis avec Paul ou pas? Paul Lé. Non. Non, elle a fait. Ok. Non. Parce qu'elle j'ai eu une ouais. intro par Paul, Ouais. c'est pour ça. Oui, À mais Faria, ouais. big love à Paul, mais Faria, elle dit, parce que je voyais, et ça m'a beaucoup touché, il y a quelques semaines, que je voyais dans l'histoire de Roux le parcours de mon père. Quand il est arrivé, il a sacrifié sa fille pour la famille et tout, et Roux, à la fois personnellement, mais aussi avec ce projet, est en train d'aider beaucoup des gens comme mon père. Donc, c'est pas. Elle investit pas dans le produit, elle investit dans la mission. Au final, et Ouais. l'impact que Au tu vas départ, avoir. elle a investi dans le Non, produit. mais quand même. Mais Elle aurait le pas ticket- investi sur. Oui, le ticket supplémentaire qu'elle a fait, C'est parce- c'est-à-dire qu'elle a doublé par rapport aux moyens de ce que le ticket qu'elle met, parce que cette couche supplémentaire d'impact et l'histoire personnelle, à la fois d'elle-même Mhm. et son père, et moi aussi. Quand on achète et quand on vend, je suis convaincu aujourd'hui qu'on n'achète pas qu'un produit, on achète une histoire et on achète de l'émotion. Tu vois, c'est ce qu'on ça nous Ouais. procure. J'aimerais savoir, est-ce que toi, Welcome Account, t'as envie que les gens achètent la solution ou deviennent des partenaires, te soutiennent parce qu'ils croient dans ton projet, ton histoire, la mission, ou parce que tout simplement, ils trouvent que le produit est 10 fois mieux que... et là, tu vas nous raconter, mais je pense qu'on ne peut pas ouvrir un Revolut demain si on arrive et qu'on est immigré en France. Oui. Mais ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est le produit que tu as envie de réellement vendre ou de convaincre? Qu'est-ce qui doit convaincre? Très touchy comme question. Parce qu'il y a des billets dedans. Oui, il C'est y a un des billets prisme, dedans. ouais. Et je pense qu'en fait, ils doivent être, comment dire, corrélés. On peut pas le voir séparément. Je pense qu'il y a une histoire qui enrichit un produit. Mais un produit doit servir à un vrai besoin. Donc, les gens, peut-être qu'ils payent une fois ou dans des circonstances un Ok. peu... Pour voilà, l'histoire, pour l'histoire, mais en fait... mais ils reviendront pas. Oui, il si n'y le aura projet est pas bon. un projet durable, un business durable. Et donc, justement, pour avoir son impact durable, il faut que le produit vraiment soit adapté par les gens qui ne connaissent même pas peut-être au début l'histoire, mais après, on peut créer des connexions. Le produit est le plus important que Roux?
il doit devenir plus important que vous. Tu travailles pour Oui, ça. oui. Ok. Et on dit toujours que dans les startups, dans l'étape de création, l'histoire d'une startup est liée à l'histoire du fondateur ou des fondateurs. Mais quand ça devient établi, c'est l'histoire du produit. Donc, il faut que les gens parlent du produit. Qu'est-ce qui a été retenu, sachant que tu as pitché avec ta cofondatrice, il me semble, là, qui va être mon associé. Oui. Qu'est-ce qui a été retenu de votre passage? Le produit ou l'histoire? C'est de la télé, hein? En fait, la télé, c'est plutôt un peu l'histoire, mais le produit aussi. C'est-à-dire le fait qu'on a eu 3 propositions d'investissement. Raconte le passage. Voilà. Qui vous a proposé? Jean-Pierre Nadir, Marc Simoncini et Anthony Bourbon. Et vous avez accepté lesquels? On n'a pas accepté Nadir et Simoncini sur le plateau. On a accepté l'offre d'Anthony avec un bémol qu'on doit aller voir avec nos investisseurs et aussi nos avocats parce qu'on avait un contrat. C'est un sujet très technique. D'accord, mais en gros, il y avait une levée qui était déjà... Oui, on a fait déjà une levée. Donc finalement, ça ne l'a pas fait avec Anthony? Non. Ok, non. Mais vous étiez... Ok. Donc, mais on a resté en contact. Il nous a présenté en fait, d'autres investisseurs. Ça, c'est intéressant parce que les gens pensent qu'à la télé, Anthony, en plus, il est un peu dur en égo. Et en fait, si le deal n'a pas abouti pour X raisons qui fait que les planètes ne sont pas alignées... c'est pas son argent qui l'intéresse, c'est le fait de vous faire avancer et du coup il va quand même faire des intros. Oui. Et je trouve ça important parce qu'autant il est pas blanc comme neige sur plein de choses, mais autant faut le dire aussi quand il y a des gens qui soutiennent d'autres personnes. Évidemment, pareil Jean-Pierre Nadir. En fait déjà les deux ont fait des très gentils mots envers moi pendant l'émission. Mais qu'ils ont soutenu des semaines qui ont suivi la diffusion en off et en public aussi. Hein. Sur LinkedIn. Donc, sur les réseaux. Donc, ça, c'est important en fait, de dire. Excuse-moi, vas-y. Hein. De dire, en fait, de mentionner que tout n'est pas fini sur le plateau. Donc, on est resté en contact. Même Stéphanie Delestre, qui n'a pas... qui était là il y a 2 jours. Ah oui, Stéphanie, elle n'a pas investi, elle n'a pas même proposé un investissement, mais plus tard, elle nous a fait des mises en relation business, elle nous a accueillis dans son podcast. Est-ce que tu as des investisseurs que toi, tu as l'impression qu'ils ont voulu investir chez vous, mais comme s'ils investissaient chez Singa, parce que tu as aussi été à la tête d'une association à but non lucratif. Or là, vous êtes à but lucratif. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Et qu'est-ce que ça t'a procuré? Que des gens veulent investir non pas parce qu'ils pensent que tu vas tout défoncer financièrement, mais juste parce que c'est un beau projet. C'est des choses différentes. Hein. Oui, c'est des choses très différentes. Et non, en fait, en réalité, la nature d'une donation est différente qu'un investissement. C'est ça. Est-ce qu'ils te ouais, mais parfois, il y a des gens qui investissent, c'est pas une donation, mais dans leur tête, ils sont en mode, c'est pas grave si je perds mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont des attentes quand ils investissent chez Welcome? Évidemment, comme n'importe quelle boîte. Moi, j'ai la chance d'avoir, jusqu'à maintenant, de travailler avec des investisseurs qui croient au projet. Évidemment, le fait que je suis président de Singa a joué dans le fait qu'en fait, qu'ils aient plus de confiance en moi. Mais tout ça, c'est le point de départ. Mais après, le deal reste un deal. Il faut les convaincre qu'en fait, c'est un business et que tu veux en fait, que tu cherches un ROI. Là, il n'y a pas d'émotion. À un moment donné, donc, on se respecte, mais... on n'est pas là pour se faire plaisir. Oui. On est là pour faire du business. Et moi, en tout cas, je n'ai pas, jusqu'à maintenant, autour de moi, des investisseurs ou des gens qui peuvent se permettre de dire « je te donne ça, je sais pas, en fait, tu verras ce que tu veux ». Tu n'as pas rencontré les riches encore, ou les ultra riches? Non, pas jusqu'à maintenant. Et peut-être que c'est mieux. Donc, et tu as raison. Ouais. Non, mais en vrai,
Non, Ce que je veux dire, c'est que je refuse pas quelqu'un qui veut investir seulement pour je sais pas, pour avoir un impact ou pour un coup de cœur pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut Qui veut donner de l'argent, qu'il le fasse. Mais en tout cas, j'ai totalement conscient que moi, envers mes investisseurs, je suis redevable, accountable, pas redevable parce que encore une fois, c'est pas une donation, donc il faut que eux aussi ils cherchent. En fait. Oui, je suis responsable, et donc, mais ça va dans les deux sens. On n'a pas parlé du problème, il était presque implicite. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer le parcours du combattant que ça doit être? Pour donc alors c'est juste des nouveaux arrivés en France, comment t'appelles ça, c'est qui ta cible exactement? Les nouveaux arrivants, nous on dit justement la réflexion a été commencée chez Singa, mais moi je l'ai adopté chez Welcome Account aussi. C'est pas parce qu'en fait les gens qui viennent d'arriver, c'est des personnes immigrées en fait qui sont en fait qui ne sont pas des locaux et des natifs, qui viennent pour des raisons variées. C'est pas que de l'asile politique. Non. Hein. Okay. Donc, mais peu importe d'où tu viens, c'est un parcours du combattant d'ouvrir un compte bancaire. On ne se rend pas compte parce qu'en tant que local natif, on a notre compte chez la même banque que les parents ou notre compte à l'école. Qu'est-ce qu'on te demande en fait? On demande. Il faut voir en fait, chaque banque a une population de cibles. Donc toutes les étapes, les produits, les démarches de onboarding ont fait pour ce persona. Personne ne cible les nouveaux arrivants. Au contraire, en fait, on les évite. Parce que ça demande beaucoup de connaissances des différents sujets juridiques, administratifs, et que les conseillers des banques ne sont pas formés pour. Donc, je ne sais pas comment je dois traiter un ressortissant russe ou est-ce que c'est de papier algérien, c'est un bon papier. Donc, c'est aléatoire, vraiment, à la fois dans l'ouverture de compte. Ensuite, il y a le sujet des services. Il y a une étude de MIT qui montre que les personnes immigrées dépensent le plus pour avoir accès des services bancaires, mais ils reçoivent le moins de services. Okay. Donc, très peu de services. Donc, il y a une injustice. Bien sûr. Et financière. Qui crée de problèmes pour la personne aussi, et sa famille et ses finances. T'as pris combien de temps avant d'ouvrir un compte en banque en arrivant, toi? J'ai ouvert un compte livret A chez la Banque Postale et j'ai été sur ce compte pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, j'ai ouvert un compte chez la BNP qui a été fermé à cause des sanctions. Après, je me suis retrouvé interdit bancaire parce que je ne savais pas, il faut faire ceci et cela. Les sanctions par rapport à quoi? À l'Iran. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec toi. Non, juste la justement, c'est politique. ça l'injustice, et même c'est limite illégal parce que on est. En fait, il est interdit de faire la discrimination sur la nationalité des gens. C'est du racisme. En fait. Je pense que c'est de la discrimination. En fait, les gens, les personnes qui sont sur le territoire national en France et presque partout en Europe sont protégées par la loi. Mais la réalité, c'est que vous allez chez la Banque de France à Bastille, à Paris, à la place de Bastille, vous avez 2000 personnes par mois qui font un recours au droit au compte parce qu'ils ont été refusés par les banques classiques. Et donc, ils doivent demander un forcing. Oui, de gouvernement. T'as dû le faire, toi, ça? Oui, plusieurs fois. Oh, shit. Ouais. OK. Et même un jour, et là, c'était vraiment un déclic pour moi, un agent de la Banque de France. Donc, j'ai dit, oui, je ne sais pas, les banques ne m'ouvrent pas un compte, j'ai besoin d'un papier, que voilà. Et ils disent parce que ceci et cela. Et le monsieur a pris mon titre de séjour, il a regardé, et il a regardé la derrière de la carte, et il dit, monsieur, il vous baratine. Ça, c'est la première fois que je fais
je dis ça devant les caméras, c'est pas parce que ceci et cela, c'est parce que c'est marqué derrière votre titre de séjour, vous êtes réfugié iranien. Vous êtes iranien réfugié. Ok. Et donc, Deux mauvais mots pour eux. Voilà. Ok. Mais nous, chez la Banque de France, on est là pour vous protéger. Donc en fait, il t'a dit officiellement pourquoi ils te sortent, enfin pourquoi ils te bananent toutes les banques, quoi. Oui. Pourquoi elles te traitent pas. Ok, d'accord. Donc j'ai eu 2 informations. Donc un, c'est que il y a en fait une réalité, c'est que les banques ne veulent pas ou la population immigrée, c'est difficile. Après, j'ai compris plus tard que c'est difficile à traiter pour elles. C'est parce qu'ils ne veulent pas, forcément, c'est difficile à traiter. Donc, ils n'ont pas l'expertise. Ça revient pareil. C'est Oui. que si tu dis c'est Je vais être difficile, gentil c'est avec qu'ils les banques, oui. Bah ouais, Ouais. ok, d'accord. Mais- C'est qu'ils estiment que tu vaux pas assez pour qu'ils prennent le temps de te traiter. Hein. Voilà, donc ça leur coûte... Tu coûtes plus cher qu'un local, quoi, oui, tout simplement. plutôt en termes de temps, mais pas en termes d'argent. Au contraire, en termes d'argent, je ne le coûte pas cher, l'inverse. Mais ça crée, voilà. Mais deuxièmement, c'est que les personnes immigrées sont protégées par la loi. Donc il n'y a pas, en fait, c'est sanctuarisé ce droit. Donc il n'y a pas un obstacle juridique. Donc je me suis dit, ok, bon, donc on va créer une offre. Que pour. Voilà. Okay. T'es en Et train de on me dire parle- qu'il n'y a aucune banque qui les adresse. Tout à fait. De manière stratégique. Je ne dis pas que les banques refusent systématiquement les personnes immigrées, mais pour une personne immigrée, l'ouverture de compte, d'abord, c'est pénible. Deuxièmement, C'est plus de documents. c'est aléatoire. Ouais. C'est-à-dire que je peux aller voir plusieurs banques, prendre plusieurs rendez-vous et imaginer pour un salarié qui arrive, il ne peut pas percevoir son salaire parfois pendant 3 mois, 6 mois. Et donc, c'est un pain de l'entreprise, de son employeur aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé un modèle B2B2C chez Welcome Account, c'est-à-dire au lieu d'aller adresser directement les personnes immigrées, on adresse les entreprises, les ONG et les écoles, les universités, Ok. qui sont les premiers points de contact Bien sûr. des nouveaux arrivants. Ok. Donc, c'est elles qui nous sourcent et qui nous rémunèrent pour l'ouverture de compte. Mais il se passe quoi si l'ONG, tu vois, la personne vient d'arriver, elle n'a pas de job ou elle n'est pas encore à l'école enfin, comment ça se passe en fait si elle fait plus partie de l'ONG dans un an? Elle reste quand même chez Welcome Account? Oui, bien sûr. Ok. En fait, ça, C'est c'est juste vraiment une la porte mise en d'entrée. relation Ok. qui est fait par un sponsor, ce qu'on dit. J'ai une question qui est culturelle, sociétale, enfin sociale, mais toi, je veux savoir, après, ça fait 16 ans que tu es ici, hein. Ouais. Est-ce qu'on te fait encore sentir la société française, de par des petits services comme ça, que t'es pas français, ou que tu n'es pas un citoyen de la France? Oui, ça arrive. Ok. Ça arrive régulièrement. Parfois moins, parfois plus. Ok. Même professionnellement ou moins? Professionnellement, personnellement, en fait, c'est la vie, quoi. En fait, c'est la société. Et bah, comment tu fais pour ne pas abandonner, pour pas baisser les bras? C'est pas évident. Des fois, je me dis, j'arrête, je vais faire autre chose. What's the point, quoi. J'ai eu même des fois parfois des crises voilà, en fait, des moments difficiles où je me disais, bon, j'arrête, c'est hyper compliqué et je rentre en Iran, je passe 3 ans en prison parce que c'est quelque chose que certains de mes amis l'ont fait. Ils sont rentrés Ils pour ont rentré- purger leur peine. Ouais, et pour au moins rester auprès de leur famille ou dans un pays où on les traite pas comme ça. Toi, c'est pas possible pour toi. Ce serait une défaite ou... Ce serait... aujourd'hui, j'ai pas de raison parce que je suis en train de faire des faire des choses, en fait, de réussir des projets. Mais je peux te dire que il y a quelques années, c'était des réflexions que j'avais. J'ai l'impression que tu accordes ta vie, tes missions, tes combats pour les autres. Est-ce qu'il y a des moments où tu
prends du temps pour toi, en fait? Je considère tout ce temps pour moi. En fait, je fais pas. Non, en fait, si je dis que tout ça, je fais seulement pour les autres, je mens. Donc il y a de l'égoïsme un peu Il y dedans. a de l'égoïsme ou c'est ma personne. C'est de ma personne aussi. J'ai jamais dit que l'égoïsme c'était mauvais. Non, Justement, non. il faut savoir penser à soi. Ouais. Personne ne le fera pour toi. Non. Et en revanche, ce qui est important, c'est que comment je définis moi-même. C'est quoi mon plaisir à moi. Donc moi, en fait, je suis né avec un frère. Donc j'ai un jumeau. Donc, Jumeau? oui, Un vrai? un vrai jumeau. Ok. Et qui est toujours en Iran. Lui, il est entrepreneur. En crée Iran, en Iran, il crée un super produit qu'il voulait le développer en France aussi, mais récemment j'ai vu que en fait, son visa a été refusé. C'est vraiment dingue en fait. Damn. En fait, on ne veut pas accueillir un génie. Mais Il est plus smart que toi. sur son métier, oui, évidemment. Hein, donc, Il veut monter quoi? Enfin, il en monte fait, quoi? il monte en fait, un outil de création et de l'analyse de contenu pour les journalistes par l'IA. Ok. Voilà. T'aurais été son client il y a quelques années. Grave, j'aurais été son cofondateur. Hein. C'est nice. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de dire, pardon, on a perdu. Non, moi la question, bah. Ah oui, de la personne. En voilà. fait, pour moi, ah oui, je suis né avec un jumeau et la vie était toujours en pluriel pour moi. Même quand je parle de D'accord. mon enfance, je dis nous, on a fait ça, nous, on a subi ça. Nous, Toi, t'es un collectif à Oui. toi tout seul. donc c'est nous, c'est toujours mon frère et moi. Mais il n'y a pas des limites dans tout ça? C'est de toi t'oublier par moment? Et là, je t'embête, hein, mais. Si, et donc, ce que je dis, en fait, je définis dans beaucoup de cas, mais pas tous les cas, mais dans la plupart du temps, mon plaisir personnel dans quelque chose qui est partagé, qui est collectif. Donc, si les gens autour de moi soient contents, donc ça fait un grave plaisir pour moi. Ok. Si j'ai un impact sur aujourd'hui les gens qui ont le même parcours que moi, c'est vraiment mon plaisir très profond personnel. Mais évidemment, moi, je suis quelqu'un, en fait, je dois passer le temps de solitude régulièrement. Ok. Donc, pour méditer, pour réfléchir. D'accord. Donc, quand même. Voilà. Mais par contre, la mission, elle reste collective et Oui. c'est important pour toi. J'avais une mini question toute bête. Toute bête, tu vas voir. T'as une cofondatrice. Oui. C'est plus dur d'être une femme entrepreneur en France ou d'être un nouvel arrivant entrepreneur ou immigré, ouais. Et très bonne question. En tout cas, c'est difficile. Et, Ça, c'est sûr. et les difficultés sont différentes parce que, en plus, elle est lesbienne, donc en tant que Ok. une cumule une autre casquette. une casquette. Ouais. Moi, je suis pas français. Arabe, même si ethniquement je ne suis pas arabe, mais socialement Je suis suis dans la arabe, catégorie voilà. pour les gens. Et, Qu'est-ce qu'on est con. non, mais c'est vrai. Et donc, on subit des discriminations, des remarques, des comportements Est-ce que c'est pas explicites et implicites. Est-ce que ça engrange pas, ça vous donne pas encore plus envie de réussir? Oui, ça nous donne envie de réussir. En plus, pour moi, et j'espère que ce serait la même chose pour elle, c'est que moi, je comprends ce qu'elle subit. Parce que moi, je le vis d'une autre manière. Et donc, il y a cette compréhension mutuelle aussi. Donc, j'espère qu'elle ne se sente pas toute seule dans ces moments difficiles. En tout cas, moi, je ne me sens pas seule. Parce que même si elle ne subit pas la même chose que moi, mais elle comprend. Bien sûr, et elle a sa conscience. réalité sur Oui. autre chose. Et donc, on a ces discussions. Voilà, ça arrive dans les réunions avec des gens, quoi, des potentiels investisseurs, partenaires, on reçoit des remarques. Ok. Mais en vrai, t'as pas envie de les avoir à ton bord, ces gens-là. Hein. Non.
Non. Non. Donc, On termine ce podcast, Ro. ouais. Je te pose une petite question du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien? Ça dépend des jours, mais ça varie de 5 à 9. Ok. Voilà. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? Ça varie de quoi à quoi? En tant qu'un banquier, 3 à 5. 3 à 5 là? Oui, les premières années d'entrepreneur, c'est très difficile, hein. Donc, on n'a pas de salaire régulier. Moi, j'ai vécu en fait, pendant des années de mes économies. Tu gagnais mieux en tant que journaliste? Non. Non. Mais le but, le jour où on réussit vraiment, aujourd'hui, oui, je peux pas mentir parce qu'en fait, en tant que journaliste, j'ai jamais gagné ma vie en tant que journaliste. Je faisais toujours des missions à droite à gauche. Et débrouillard. Ouais. Et surtout de journaliste immigré, j'ai jamais eu de place fixe dans les rédactions. Donc, tu as toujours été sur anticiper le next move. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur, et non pas de journaliste, d'entrepreneur, t'apporte toi du sens dans ta vie au quotidien? 10. Et à quel point ce même job d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile au quotidien? Sur une échelle de 10, de 1 à 10. 12. 12. Ok, donc corrélation entre le bonheur et la douleur ou la difficulté. Ouais. Ça va être ma dernière question. Bon, t'as pas étudié en France. Ouais, d'accord. Si, j'ai refait mes études en France. J'ai fait la sociologie et j'ai fait une école de journalisme. Ok, je savais pas. Attends, je vais refaire journalisme en France. Ok. Bon, moi, je parlais de la primaire à la base. Ah non. Mais non, tu t'imagines ou c'est quoi pour toi dans la société? Là, je parle de la société française, mais que tu connais très bien. C'est quoi la matière à l'école qu'on devrait enseigner à des enfants entre 6 et 12 ans? Le truc qui manque. Surtout aujourd'hui, les détections des fake news. Apprendre à détecter même en fait de skills de est-ce que c'est un fake ou c'est un vrai. Aujourd'hui, c'est nécessaire d'apprendre ça. Mais tu parles pas que d'un truc, tu parles pas que d'une photo deepfake là, tu parles même de donner une information. Les deux. Ok. En fait, les deux, c'est nécessaire d'apprendre aujourd'hui. À la fois, en fait, comment je peux analyser une information pour voir, en fait, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ou à quel point c'est biaisé. Mais comment, objectivement, je peux détecter c'est une vraie information, c'est fake, une photo est fake, une vidéo est fake. Et est-ce que c'est une vraie dépêche de l'AFP ou c'est refait, etc. Est-ce que c'est un vrai compte Twitter X ou c'est faux? C'est drôle parce qu'il me semble que sur Welcome Account, vous utilisez la GenAI. Oui. Et là, tu me parles de fake news, de Trump. Oui. Oui, clairement. Ouais. Est-ce que tu trouves que l'IA, on sait que c'est une technologie incroyable, mais est-ce que l'humain qui l'utilise derrière le fait à mauvais escient, comme faire des fake vidéos, des fake photos? Oui, évidemment. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et moi, on n'a pas parlé en fait d'une startup que j'ai créée et que j'ai pas réussi. J'en ai appris beaucoup. Startup c'est dans une quoi? plateforme de travailler sur les informations et les news avec l'IA. Et on parle avant la vulgarisation, c'est en fait 2018-2019. Ok. Donc, c'est la période Web 3 là encore. Ouais. Mais nous, en fait, c'était vraiment, on avait un algo qui traitait ça. Okay. Mais ce que j'ai senti à l'époque, c'est que les gens, les biens dans le camp des bons, ne voulaient pas de saisir de l'AIA pour la bonne cause, mais que les mauvais gens étaient à fond dans l'investissement dans l'AIA. Et j'ai eu le sentiment que j'ai perdu 4 années de ma vie de vouloir évangéliser l'impact et la possibilité et les forces de l'AIA dans le journalisme et les médias
et personne ne voulait y investir. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Parce que ce qu'ils te disaient, c'est qu'ils croient peut-être dans la techno, mais ils savent qu'il y a des gens qui vont mal l'utiliser. Non, ils ne croyaient pas à la techno. Ok, c'est carrément la techno. Ils avaient peur de la techno, ils avaient peur que l'IA va voler leur job. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Et que... parce qu'en fait, le statu quo allait pour eux, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils sont en train de tout perdre. Non, en fait, c'était pas le sujet. Et moi, en fait, justement, mon projet, c'est que vous, en tant que journaliste, comment vous pouvez avoir la main sur l'IA pour mieux faire votre job et réussir vraiment ce qui est le vrai métier de journaliste. C'est ce qu'il faut faire, un travail d'évangélisation avant, etc. Et faire de l'investissement. Ce sera pour un autre podcast, mais c'est dommage, j'aurais été curieux de comprendre un petit peu, tu vois, à quel moment tu te dis, bon, là, faut que je close la boîte, ça sert plus à rien. Ouais. Mais ce sera un autre podcast. Ro, ça va, t'as pris du plaisir? Toujours. Je suis toujours... ça fait quelques années que j'écoute ton podcast. Ah, tu me fais plaisir! Oui, je pense que... oui, je t'ai même écrit un message sur LinkedIn, je me souviens plus, c'était... Il y a 2-3 ans. Ah ouais? Oui, je me souviens plus c'était quoi. Mais oui, merci à toi vraiment pour ton podcast. Et c'est super. Merci de... Bon, que les gens comprennent, moi, dans tous les cas, je pose des questions à mes invités en amont. C'est quoi les sujets tabous? Évidemment, on l'a pas fait avec toi. Donc, je suis désolé. En tout cas, merci d'avoir abordé tes expériences perso, notamment en Iran. Je voulais pas t'emmener sur un sujet, rouvrir tu vois, je sais pas si c'est des blessures, mais en tout cas des traumas. En tout cas, sache que moi, c'est le message, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se demandent si elles peuvent monter on stage, pitcher leur projet, etc. Dites-vous qu'il y a un mec, 16 ans plus tard, il parle un français qui est sûrement moins bien que le vôtre, et il l'a fait devant des millions de téléspectateurs, et il a refusé des invests. Donc, ce que je trouve, c'est... Encore une fois, moi, de ce que je retiens de notre podcast, c'est que tu crées des choses qui sont plus fortes que toi, plus grosses que toi. Et donc, quand toi, tu as peur de toi-même, en gros, c'est pas si important parce que l'objectif final est plus gros, quoi. Exactement, tu as tout dit. Allez, mic drop. Non, je rigole. Garde bien mes micros. Bon, les amis, un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent et surtout à la semaine pro pour un nouvel épisode ou peut-être même avant, je sais pas. À très vite. Merci, Ro. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.